Bonjour à vous, mes hockey fans, bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à vous, et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022. Et cette fois-ci, on s'attaque aux puissants Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas, c'est une équipe qui s'est imposée très rapidement dans la LNH, et de surcroît, c'est devenu une forme de puissance dans la LNH. Sur un point de vue statistique d'équipe, on est presque impeccable au niveau des statistiques de saison régulière, mis à part peut-être l'avantage numérique. Mais sinon, de manière générale, cette organisation-là avait connu une saison qui était pratiquement parfaite. C'était une des équipes qui était pressentie comme étant contender pour la Coupe Stanley, avec bien entendu le Lightning de Tampa Bay et l'Avalanche du Colorado. On voyait aussi les Golden Knights de Vegas comme une potentielle équipe qui pouvait être prétendant pour la Coupe Stanley. Et puis finalement, rendu en demi-finale, on s'est buté à un adversaire qui avait peut-être plus de caractère, et le plus de caractère a mené à travailler sur le caractère des Golden Knights, ce qui fait qu'ils ont perdu leur concentration. Et voilà, le Canadien de Montréal a éliminé les Golden Knights pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Alors que du côté des Golden Knights, on s'est fait éliminer en demi-finale. Mais il en reste pas moins que l'organisation avait connu quand même une très bonne saison régulière, puis on avait bien paru contre l'Avalanche Colorado, qui était quand même la première équipe de saison régulière, c'était l'Avalanche Colorado. Après avoir battu l'Avalanche Colorado, on pouvait être vraiment fiers de ce qu'on avait accompli du côté de Vegas. On était la deuxième meilleure équipe dans la ligue, dans la division et dans la ligue, parce que les deux sont dans la même division. On était la deuxième meilleure équipe dans la ligue en saison régulière, ex-aequo avec l'Avalanche Colorado, puis finalement on avait réussi à les sortir. Puis quand même, je dirais pas avec une grande facilité, mais quand même avec une certaine domination intéressante. Alors que du côté de l'Avalanche Colorado, il faut qu'on se pose des questions, à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça réarrive, parce que franchement, on aurait pu être meilleur du côté du Colorado. Mais ceci étant, les Golden Knights ont connu une bonne saison, ils ont connu des bonnes séries éliminatoires. Malheureusement, ils se sont butés à un adversaire qui avait vraiment beaucoup de caractère, le Canadien de Montréal. Alors bref, cette organisation-là est une bonne organisation, puis comme vous pouvez remarquer, il y a un petit peu de rouge, mais honnêtement, pas tant de rouge que ça. Je vais vous parler de certains éléments que j'aime peut-être un petit peu moins au niveau du rouge des Golden Knights, mais ça, on s'en reparle. Alors, du côté des Golden Knights, on revient bien entendu avec l'entraîneur Peter DeBoer et le DG Kelly McCrimmon, donc ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. En 2019-2020, déjà, on avait connu une bonne saison, on parle de 71 matchs, 39 victoires, 24 défaites, 8 défaites en prolongation pour 86 points. Alors déjà là, on jouait un petit peu pour... on joue au-dessus de 500 du côté des Golden Knights en 2019-2020. Sinon, en 2021, 40 victoires, 14 défaites et 2 défaites en prolongation, soit 40 victoires pour 16 défaites. Largement au-dessus de 500 pour les Golden Knights, 82 points. Ce qu'il faut mentionner par contre, c'est que la division Pacifique était clairement pas la plus forte, même s'il y a beaucoup de gens qui disaient que la division Nord n'était pas la plus forte. Je pense que la Pacifique non plus n'était pas vraiment une division qui était très ardue. Ce qui fait qu'on a eu deux équipes qui se sont détachées du lot, soit l'Avalanche Colorado puis les Golden Knights. Puis voilà, ça a donné ça. Une des deux meilleures équipes de la Ligue nationale l'année passée, les Golden Knights ont une moyenne de 3,39 buts marqués par match. C'est la troisième meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,18. C'est la première défensive de la Ligue nationale. Le seul bémol, c'est au niveau de l'avantage numérique. Je pense qu'on est en entour de comme... peut-être, je sais pas, là, de 15 à 20 dans ces eaux-là pour ce qui est du 17,8% en avantage numérique. Et un des avantages numériques à 86,8%, c'est le meilleur des avantages de toute la Ligue nationale. Alors, à peu près... tous les aspects du jeu ont relativement bien été pour les Golden Knights. C'est un peu bizarre de voir qu'on a 17,8 en avantage numérique dans la mesure où on a des gars qui sont capables de marquer, on a des gars qui sont capables de faire des jeux, puis pourtant, puis même des défenseurs qui sont capables de faire des jeux et de marquer, et pourtant, on n'est pas glorieux en avantage numérique. Mais l'organisation a très bien joué sur un point de vue défensif, puis on a réussi à marquer des buts à 5 contre 5, c'est ça qui est l'important. Finalement, on a réussi quand même à se rendre en demi-finale. Je veux dire, il y a de quoi être fier pareil, là. Alors, on a connu quand même une très bonne saison du côté de Marc-André Fleury, entre autres, qui n'est pas de retour, mais Marc-André Fleury, on parle du récipiendaire du trophée Vizina. Lui et Robin Lehner ont formé le duo le plus performant au travers de la Ligue nationale avec les meilleures statistiques. Alors que du côté de Marc-André Fleury, j'ai-tu gardé? Oui, du côté de Marc-André Fleury, 36 matchs en saison régulière, 1,98, 928 d'efficacité. C'est très bon. En séries éliminatoires, on parle de 16 matchs, 2,04, 918. C'est quand même bon. Alors, une bonne saison de manière générale pour ce qui est de Marc-André Fleury. On a connu aussi une bonne saison du côté de Mark Stone. 61 points en 55 matchs, plus d'un point par match. C'est excellent pour Mark Stone. En séries éliminatoires, ça a été plus difficile. Par contre, on parle de 8 points en 19 matchs. Fait que ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins intéressant.
Sinon, ben, Max Pacioretty. Max Pacioretty a connu une très bonne saison. 51 points en 48 matchs. C'est son meilleur rendement en carrière. Il n'a jamais fait plus d'un point par match en carrière. Et là, c'était la première fois. Donc ça, franchement, félicitations. On a connu une bonne saison aussi du côté de William Karlsson. Dans son cas à lui, on parle de 39 points en 56 matchs. Par contre, en séries éliminatoires, ça a super bien été. Meilleur pointeur de l'organisation, 16 points en 19 matchs. Puis Pietrangelo aussi, on a connu quand même relativement une bonne première saison à Vegas. On parle de 23 points en 41 matchs. Mais en séries éliminatoires, on parle de 12 points en 19 matchs. C'est le deuxième meilleur pointeur en séries éliminatoires. Fait que, bref, il y a beaucoup de positifs dans cette organisation-là. Il n'y a pas grand-chose de négatif à mentionner. En tout cas, bon, donc on a terminé deuxième dans la division Pacifique en arrière de l'Avalanche du Colorado, deuxième dans la Ligue nationale en arrière de l'Avalanche du Colorado. On a été éliminé en troisième ronde, soit en demi-finale, contre le Canadien de Montréal. Le meilleur en termes de buts aurait été Max Pacioretty avec 24 buts, mais un autre joueur, je me souviens plus c'était qui était dans les vingtaines de buts. Fait qu'honnêtement, il n'est pas nécessairement hyper détaché du lot. Mais le meilleur buteur est quand même Max Pacioretty avec 24 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Mark Stone avec 61 points. 61 points en 55 matchs pour un joueur qui est complet dans les deux sens. Top. Chez Theodore aurait été le meilleur défenseur à caractère offensif. Et non, c'est pas Pietrangelo, mais Pietrangelo s'est repris en séries éliminatoires. Chez Theodore aurait été le meilleur défenseur à caractère offensif, dis-je bien. 53 matchs, 42 points plus 28. Franchement, là, très bonne saison pour chez Theodore. Mais en même temps, ce qui est intéressant pour chez Theodore, c'est qu'avec l'acquisition d'Alex Pietrangelo, ben, c'est ce qui fait que lui, il a peut-être un peu moins de pression. Il ne joue pas nécessairement contre les meilleures lignes de l'autre côté. Fait que ça lui permet peut-être d'avoir un peu plus d'espace et de s'exprimer un peu plus sur un point de vue de sa créativité offensive. Mais chez Theodore, honnêtement, là, c'est un personnage très important au niveau de la dynamique offensive de l'organisation. Fait que, bref, très bonne saison pour lui. Des espoirs qui peuvent être des espoirs qui vont percer l'alignement, mais je vais être honnête avec vous. Là. L'organisation a fait des moves, entre autres avec Nolan Patrick et Brett Oden. C'est des jeunes joueurs. Je ne me souviens pas si j'ai marqué leurs deux âges, là, mais en tout cas, Patrick n'est pas tellement vieux. Là, il est peut-être début vingtaine. Oden, lui, il a 23 ans. Fait que c'est ce qui fait que on donne comme pas tant la chance à nos jeunes de l'interne de pouvoir percer l'alignement. Parce qu'on a été chercher deux gars qui sont jeunes, qui ont déjà quand même pas mal d'expérience LNH malgré leur jeune âge, que ça promettait, ben on va dire qu'ils ont déjà fait mieux que ce qu'ils ont fait l'année passée. Ça a été très décevant pour Patrick l'année passée, 9 points en 52 matchs. Ça a été quand même assez décevant aussi pour Oden l'année passée, 7 points en 42 matchs. Oden, je pense que le plus haut qu'il a fait, c'est aux alentours d'une trentaine de points. Patrick, il me semble qu'il a déjà fait une saison de comme 50-60 points. Fait honnêtement, très décevant pour Patrick, mais malgré qu'il a manqué une saison maintenant à cause d'une blessure. Alors, bref, saison difficile pour Patrick et Oden, donc on décide de leur donner une chance avec Vegas. Peut-être que ça va fonctionner avec Vegas. Si tel est le cas, ben, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux que ça de ces deux joueurs-là. Dans le cas de Patrick, c'est sa nouvelle chance, parce qu'à Philadelphie, ça marchait vraiment plus pour lui. Fait que là, ben, il a l'opportunité de pouvoir se faire valoir dans une autre organisation. Sauf que le point négatif, c'est ce qui fait que ces jeunes-là ont peut-être moins d'espoir de pouvoir faire partie de l'alignement. Certes, pour un certain jeune, c'est peut-être un peu moins grave, mais pour l'autre, je trouve qu'il serait temps qu'on y fasse de la place. Alors, on parle ici de Jack Dugan. Jack Dugan est un ailier gauche de 23 ans. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 37 matchs, 10 buts, 23 passes pour 33 points. C'est un joueur qui était à sa première année professionnelle. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il arrivait de la NCAA. 33 points en 37 matchs à ta première saison professionnelle, c'est quand même très bon. On parle ici d'un gros joueur d'avant qui est mobile malgré sa stature. C'est un super prospect qu'on a du côté des Golden Knights, sauf qu'il faut y donner de la place là, à quelque part. On a même fait l'acquisition de Dadonov. Là, mine de rien, Dadonov, peut-être est-ce qu'on aurait pu, je ne sais pas s'il est capable de jouer à droite aussi, mais peut-être qu'on aurait pu rentrer un jeune à la place d'avoir un Dadonov. Je comprends que c'est un gars d'expérience, mais je trouve ça plate un peu. Enfin bref. Et sinon, ben, Peyton Krebs. Peyton Krebs, c'est un joueur de centre de 20 ans. Lui, il a joué dans la WHL l'année passée. 24 points, 13 buts, 30 passes. 43 points. 43 points en 24 matchs, c'est excellent pour ce qui est de Krebs. Il a également très bien fait au niveau du championnat du monde junior dans son cas à lui. Je ne sais pas si vraiment... Je pense qu'il serait probablement plus Ligue américaine, mais peut-être que ça pourrait, s'il s'adapte relativement bien, il pourrait faire un saut rapidement dans la LNH. Alors ça ici, c'est en fait un line-up que je vous propose, un alignement que je vous propose, mais
Je pense honnêtement qu'il y a des éléments dans cet alignement-là qui sont déjà coulés dans le béton. Je pense pas vraiment que ça va être très excentrique de ma part de mettre certains trios duos. Entre autres, au niveau des duos, je pense qu'il n'y a rien d'excentrique dans ce que j'ai fait. 0 puis une barre. Au niveau des gardiens non plus, je pense pas qu'il y a rien d'excentrique. Ici, peut-être qu'on va jouer un petit peu, mais ça m'étonnerait. Là. À certains niveaux, en tout cas, ça m'étonnerait. Le premier allié gauche, ça m'apparaît très clair. Là. Max Pacioretty, Mark Stone, c'est deux gars qui s'aiment bien, c'est deux gars qui se complètent bien. Fait que bref, 51 points en 48 matchs l'année passée pour Pacioretty. Je le mets à l'aile gauche de mon premier trio. Une bonne saison dans son ensemble pour lui. Meilleur rendement en carrière. Je prends ensuite de ça le joueur de centre Stevenson, 35 points en 51 matchs. Dans son cas, lui, il a réussi tranquillement mais sûrement à dépasser un petit peu Carlson au niveau de la hiérarchie à Vegas. Mais il en reste pas moins que c'est un gars qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. C'est une bonne première ligne quand même. Fait que bref, dans son cas à lui, c'est un joueur qui est pas nécessairement très créatif offensivement, mais qui est quand même capable de créer des choses. Puis c'est un gars qui est capable de jouer dans les deux sens, tout comme Mark Stone. Fait on a 3 gars qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire, dont 2 qui ont fait plus qu'un point par match. Quoi demander de mieux? Alors, Mark Stone, qui est à l'aile droite de mon premier trio, capitaine de l'organisation, 61 points en 55 matchs, un gars qui montre très bien l'exemple au niveau du professionnalisme et des performances soir après soir. Ensuite de ça, au niveau de mon deuxième trio, j'ai été avec Jonathan Marchessault. Une bonne saison pour Marchessault, 44 points en 55 matchs, franchement, là. Top notch pour lui, franchement. Alors ça, c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, avec un caractère assez particulier au niveau personnel aussi. C'est un gars qui il mange pas ses mots, hein? Il l'exprime clairement. On en a un autre qui est comme ça d'ailleurs chez les Golden Knights, mais ça fait pas de lui une mauvaise personne, puis ça fait pas de lui un mauvais attaquant. 44 points, 55 matchs, une bonne saison pour Jonathan Marchessault l'année passée. Il mérite amplement d'être sur mon deuxième trio. Et par la suite, au niveau du centre, j'y vais avec William Karlsson, 39 points, 56 matchs l'année passée. Bon, c'est un gars qui était capable quand même de challenger au niveau du premier centre, mais je pense qu'on est plus habitué de voir Pacioretty, Stevenson, Stone. Fait que c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de les garder comme ça. Et Smith au niveau de mon aile droite, 25 points en 53 matchs l'année passée. Des gars qui se connaissent bien. Fait que je pense que c'est une ligne qui peut être intéressante. Au niveau de ma troisième ligne, j'ai été avec John Mark, 24 points en 56 matchs l'année passée. Puis là, c'est là où on va commencer à faire des mix avec des nouveaux venus. On a Nolan Patrick et Evgeny Dadonov. OK, donc Nolan Patrick, dans son cas à lui, 9 points en 52 matchs l'année passée, mais c'est un gars qui a déjà fait, il me semble que c'est une cinquantaine de points avec les Flyers de Philadelphie. Fait que c'est un joueur de centre qui a eu malheureusement une blessure, qui a fait qu'il a manqué une saison complète, qui a de la difficulté un peu à trouver ses repères en ce moment. Ça fait, il me semble qu'il a joué comme 3 saisons complètes, là, LNH. Fait que tu sais, il a quand même beaucoup d'expérience derrière la cravate, malgré son jeune âge. C'est un gars qui, malheureusement, à Philadelphie, on croyait plus vraiment en son développement. Fait que là, on s'est dit, ben tiens, on va l'envoyer à Vegas, puis à Vegas, on verra ce que ça donnera. On pense qu'il y avait un bon potentiel, on pense qu'il y a la vision, puis le style de jeu pour être capable de jouer LNH. Fac, on va lui donner sa chance ici. Si tel est le cas, puis qu'il saisit sa chance, ça peut être intéressant de le faire jouer avec un gars comme Jan Mark, puis Dadonov, peut-être plus d'expérience. Je ne verrais pas vraiment des gars qui sont jeunes avec Nolan Patrick, parce qu'il a besoin de trouver ses repères. Puis Dadonov est un gars qui est capable de compléter les jeux. Alors ça, je pense que c'est intéressant pour un joueur comme Nolan Patrick. Alors Dadonov, l'année passée, en fait Patrick, 9,52 matchs, et Dadonov, 20,55 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa. Ça n'a pas toujours été très facile avec les Sénateurs d'Ottawa du côté de Dadonov. Je ne dirais pas nécessairement que l'organisation avait 100% confiance en lui. C'est ça que je veux dire. William Carrier, qui est ici sur mon 4e trio à l'aile gauche, 15,52 matchs l'année passée. C'est un joueur de profondeur. Brett Howden, 7 points en 42 matchs. Si je ne fais pas erreur, je pense que le plus haut qu'il a fait, c'est aux alentours de comme 20 à 30 points dans la LNH. Mais il est quand même jeune, il a 24 ans, je crois. Je vous l'ai dit tantôt. Il a 23 ans, excusez-moi. Brett Howden a 23 ans. Il est quand même jeune, donc c'est un joueur qui a peut-être plus de profondeur, mais sait-on jamais, peut-être qu'il va se découvrir quelque chose. Puis, mais bref, pour l'instant, on va dire que c'est un joueur de profondeur. Et au niveau de l'aile droite, on fait jouer ici Kolesar, c'est 13 points en 44 matchs l'année passée. Je coupe donc Dugan, que je vous ai parlé ici, Jack Dugan, un ailier gauche de 23 ans, un gros gabarit et très mobile. Et je coupe Brown. Au niveau... en fait, j'ai des blessés aussi, c'est vrai. Alex Stock et Roy. Les deux, Nicolas Roy, les deux sont blessés. Fait que je ne sais pas s'ils vont être au début de la saison. Je suis pas certain. Fait que je les ai pas mis ni un ni l'autre. Au niveau des défenseurs, ben ça, je pense honnêtement que c'est les paires qui devraient être à peu près ça qu'on va voir. D'après moi, en tout cas. Parce qu'on a des joueurs qui sont déjà des joueurs établis d'expérience. Des joueurs qui sont connus dans l'organisation. Des paires qui ont déjà été utilisés. Fait que je pense que ça va ressembler vraiment à ça au niveau des défenseurs. Alors, on y va avec Alec Martinez comme premier défenseur gauche. Quand même, 32 points en 53 matchs. C'est une bonne saison pour Alec Martinez de 32 points. Fait que, de manière générale, Martinez, Pietrangelo, ça a été quand même une bonne saison. Dans le cas de Pietrangelo, 23 points en 41 matchs. Certes, il est capable de faire plus que ça. Mais c'est un défenseur qui est tellement complet.
il a du leadership, il est professionnel dans son approche, il peut apporter de l'attaque comme il joue bien défensivement. En séries éliminatoires, on a vu son upside offensif, puis en saison régulière, on a vu son côté défensif leader. Fait que bref, c'est une très belle paire. Pietrangelo Martinez, c'est une très belle paire. Deuxième paire, on y va avec McNabb, 8 points en 41 matchs l'année passée, qui joue avec Shea Theodore, 42 points en 53 matchs. Donc 42 points en 53 matchs, c'est clairement ton défenseur à caractère offensif le plus important de ton organisation. McNabb est un défenseur qui est plus physique et défensif. Alors ça fait quand même une paire qui est assez intéressante, puis surtout ça permet à un gars comme Shea Theodore de pouvoir exprimer plus son offensive, pouvoir exprimer plus son côté pousser vers l'avant. Puis à ce moment-là, on a McNabb qui est capable de reprendre. Parce que, veut pas, un défenseur à caractère offensif a besoin d'avoir un défenseur solide défensivement. Je me rappelle à l'époque, William Carson avec les Sénateurs d'Ottawa qui jouait avec Mark Method. Mark Method était vraiment pas spectaculaire. Mais c'est un défenseur qui était prêt à se donner match après match, qui bloquait des tirs et qui lisait bien le jeu défensivement. Fait que Mark Method était utile, très utile aux bonnes saisons offensives de William Carson. Je pense qu'un gars comme McNabb est quand même très intéressant pour une bonne saison offensive pour un gars comme Shea Theodore. Par la suite, en termes de troisième paire, on y va avec Nicolas Hague, 17 points en 52 matchs. Quand même pour le jeune, ça c'est un jeune défenseur, Nicolas Hague. Puis quand même, c'est pas une mauvaise saison, là, 17 points en 52 matchs. On s'entend, c'est pas le défenseur le plus utilisé non plus. Fait que, bref, on a quand même connu une bonne saison malgré notre jeune âge. Et on fait jouer avec White Cloud, un gars qui a un petit peu plus d'expérience. 12 points en 51 matchs. En termes de coupé, on y va avec Coghlan. Fait que je pense honnêtement que les paires, ça devrait être à peu près ça, là, au moment de commencer la saison, sauf si blessure il y a. Puis là, en termes de gardien de but, là, je me dis c'est ça la structure, sauf si. Fait que là, c'est sûr qu'on en a entendu parler dernièrement dans l'actualité. Robin Lehner sort un paquet d'affaires, puis c'est touché. Parce que là, il attaque des personnes précises, puis c'est ce qui fait que la LNH a décidé de commencer à enquêter sur le sujet, puis on connaît les antécédents de Robin Lehner avec la santé mentale, certains problèmes de dépendance, et ainsi de suite. Fait que là, ça devient un peu complexe. Alors, si Robin Lehner ne se ferme pas le clapet, il se pourrait que ça vire mal éventuellement, puis il se pourrait que la Ligue, à un moment donné, décide de le suspendre. Si tel est le cas, my gosh! Laurent Brossoit n'est pas un starter LNH. 0 puis une barre. Fac, Robin Lehner, take care, buddy. Le gardien de but partant est donc Robin Lehner, 19 matchs l'année passée, 2.29, 913. Une bonne saison régulière. Ça a été plus difficile en séries éliminatoires pour sa part. D'ailleurs, c'est Marc-André Fleury qui avait eu la forte majorité des départs en séries éliminatoires. Mais c'est un gardien de but en qui on croit à Vegas. Alors, on a opté d'y aller avec lui. Plus jeune que Marc-André Fleury, ça c'est sûr et certain. Fait que c'est lui qui est notre gardien de but partant, en espérant qu'il ne flanche pas, parce qu'il n'y aura pas un Marc-André Fleury cette année pour le backer. Puis en espérant qu'il ne soit pas suspendu par la Ligue parce qu'il parle trop, parce que Laurent Brossoit n'est pas un partant, clairement pas. Laurent Brossoit, excusez-moi, qu'on a été chercher, si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il était avec les Jets l'année passée. 14 matchs l'année passée, 2,42, 918. C'est quand même bien au niveau de l'efficacité, mais soyez assez confiants. L'organisation joue bien défensivement. Fait ça devrait quand même relativement bien aller pour Laurent Brossoit. Mais c'est pas un gardien de but partant LNH, ça je suis sûr et certain de ce que je l'affirme. Alors c'est ça pour ce qui est de mon preview des Golden Knights de Vegas. C'est une organisation honnêtement que les changements qui ont été faits ne sont pas des changements qui vont ébranler ta structure solide. Le départ d'un gars comme Fleury me fatigue un peu plus parce que je pense que c'est un auxiliaire qui était beaucoup plus solide que Brossoit. Il était même plus solide que ton partant Lehner l'année passée. Fait que bref, ça fait mal. Mais ton top 6, c'est le même, puis il y a encore de la gueule. Puis tes 6 défenseurs, c'est les mêmes, puis ça a encore de la gueule. Fait que cette organisation-là, d'après moi, devrait être à peu près autant performante que l'année passée. Il n'y a pas eu de changement majeur qui m'apporte à croire qu'elle va s'écraser. La seule chose qu'on doit améliorer, c'est l'avantage numérique. Certes, on sera peut-être plus autant en haut de classement pour ce qui est de moyenne de buts marqués, moyenne de buts encaissés, des avantages numériques, parce que de finir premier, puis troisième, c'est quand même pas évident. Là. Ça a été une grosse amélioration entre l'année 2019-2020 puis l'année 2021 pour ce genre de statistiques d'équipe-là. Fait que d'après moi, les Golden Knights, même si ça baisse un peu, vont rester quand même une des équipes dominantes de la Ligue nationale. Et d'après moi, j'y vais avec assurément font partie des séries éliminatoires, peut-être même des contenders pour la Coupe Stanley, sauf s'ils se butent à une équipe qui a peut-être trop de caractère. Mais ça ne sera pas le Canadien, parce que le Canadien, s'il joue contre les Golden Knights cette année, ça va être en finale de la Coupe Stanley. C'est loin. Alors, c'est ça pour ce qui est mon preview des Golden Knights de Vegas. Alors, donnez-moi votre avis pour les Golden Knights pour la saison 2021-2022 au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Également, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Lorsque vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour savoir quand je vais mettre d'autres previews, puisqu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022.
de la LNH. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et on se revoit très prochainement. Much love, hockey fan. See ya!